Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre, c'est ce que le Grand Dialogue vous offre. Aujourd'hui, nous allons parler de relations entre deux pays, le Mali et la France. Beaucoup de Maliens se posent des questions aujourd'hui et nous avons un invité spécial qui va répondre à la plupart, on va dire, de vos questions. Et il s'appelle Joël Meyer, il est l'ambassadeur de France au Mali. Merci Joël Meyer d'avoir accepté l'invitation de Studio Tamani. Merci à Studio Tamani et bonsoir à tous vos auditeurs. Alors, la première question qui se pose automatiquement quand on va parler de relations entre le Mali et la France, c'est comment se porte cette relation aujourd'hui? Écoutez, je veux dire que la réponse est facile, mais elle est excellente. Je crois qu'à la fois dans le dialogue bilatéral, politique, dans la relation économique, dans le partenariat, je dois dire, plus précisément économique, gagnant-gagnant, et puis sur tous les grands sujets régionaux et internationaux, je crois que, mais ce n'est pas de maintenant, le Mali depuis toujours est un interlocuteur privilégié de la France, et de même j'espère que le Mali, la France est un interlocuteur privilégié aussi pour le Mali. Mais ça se vérifie au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord sur tout, c'est normal, chacun a ses priorités, ses objectifs en matière de diplomatie, mais je crois qu'on l'a pu le prouver lors des récentes visites qui ont eu lieu, notamment celle du Premier ministre français au mois de février, qu'il n'y avait pas de grandes nuances finalement entre les positions maliennes et françaises, y compris sur les grandes questions d'intérêt internationaux. D'accord, vous jugez que cette relation, cette coopération entre le Mali et la France, elle est excellente. On va écouter un Malien qui va nous donner son point de vue sur cette question. Entendu. La France vit de ses anciennes colonies, ça c'est une réalité qui est là. Et c'est souvent sauvage de constater ce que la France a fait au Rwanda en 1994, ce que la France a fait en Libye en 2011, en Côte d'Ivoire en 2010. Et aujourd'hui au Mali, cette crise que nous vivons depuis janvier 2012, c'est une crise fabriquée, préparée, planifiée par la France. Et nous sommes en train aujourd'hui de gérer cette conséquence. Mais c'est malheureux, c'est dommage que nos gouvernants pensent que c'est cette même France également qui puisse être le premier partenaire à pouvoir aider le Mali à s'en sortir. Nous trouvons que dans le choix du partenaire, nos dirigeants se sont trompés et que la France a intérêt, je dis bien a intérêt à revoir sa copie, sa position, sa coopération avec le Mali, parce que nous sommes un peuple qui accepte, qui encaisse. Mais le jour où le peuple s'élève, ça va être une leçon. Donc ça peut être la fin de la France-Afrique. Ça peut partir du Mali. Alors, il a l'air de ne pas penser que cette relation est excellente comme vous le pensez. Oui, c'est son point de vue que je respecte. Il est très offensif, effectivement. Je vais commencer par la dernière partie de sa remarque en disant le Mali se repose sur la France. Je disais que la relation bilatérale est excellente, mais le dialogue n'est pas exclusif. Le Mali a d'autres partenaires. Le Mali a d'abord des partenaires régionaux, notamment avec la CEDEAO, et puis des partenaires internationaux, notamment la MINUSMA. Donc la France n'est pas seule ici au Mali. Justement, mais lui, il pense que c'est la France qui vit de ses anciennes. Oui, mais je ne veux pas lancer une polémique de fond. On est responsable. Mais est-ce que la France vit du Mali? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je parlais tout à l'heure, je parlais à dessein du terme partenariat économique. C'est pas asymétrique. Ce sont des emplois que l'on crée maliens, ce sont des capitaux maliens avec aussi des capitaux français. Ce sont vraiment des partenariats, des joint ventures. Et donc, c'est fini ce temps. Effectivement, on peut avoir le sentiment que la France profitait de ses colonies. Moi, je dirais par exemple que nous ne sommes plus le premier partenaire commercial. D'autres grands pays comme la Chine, par exemple, le Maroc, sont des premiers partenaires commerciaux. Donc, c'est fini ce dialogue exclusif. Et encore une fois, je dis que le Mali n'est pas enfermé dans une impasse d'un dialogue seulement avec la France, mais elle a d'autres partenaires, y compris sur le plan sécuritaire. Nous sommes un des accompagnateurs du Mali, à la fois pour son développement économique et puis, bien sûr, sa sécurité. Êtes-vous satisfait de ce développement du Mali? Est-ce que vous pensez que le Mali est aujourd'hui développé? Je pense qu'il y a encore, comme on dit en termes diplomatiques, une marge de progression. On est là pour essayer d'aider. Il y a plusieurs défis qui se présentent justement au Mali, notamment la question sécuritaire, mais pas seulement, évidemment. Il y a le développement, j'allais dire, ordinaire, et puis aussi le fait que le Mali doit être pleinement ancré dans le processus de mondialisation et d'intégration régionale. Mais c'est un pays qui joue un rôle moteur dans la région, et j'ai aucun doute, effectivement, que tous ces défis seront surmontés. Alors aujourd'hui, une autre question qui se pose directement, c'est aujourd'hui, quelles sont les motivations de la France à s'impliquer dans la résolution de la crise au Mali?
Je crois, je vais faire une réponse très franche. Oui, on a un intérêt, effectivement, à venir ici au Mali. On avait un intérêt très concret, c'est d'éviter, effectivement, que cette région du Sahel, qui est le proche rivage, finalement, de l'Europe, ne sombre dans l'instabilité, dans le chaos. Non seulement que ça puisse déstabiliser l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, mais également, ensuite, l'Europe. Et je vais dire une deuxième question. J'avais droit à une autre question sincère. Je crois aussi, c'est la relation humaine qui existe entre le Mali et la France, qui ont fait que la France a répondu bien volontiers et bien sûr aussi à la demande d'assistance du Mali. Quand je dis relations humaines, c'est très clair. Actuellement, on peut estimer à 200 000 le nombre de Français d'origine malienne qui sont impliqués dans la vie quotidienne, la vie politique, dans la vie sociale de la France. Je dis bien des Français d'origine malienne. Qu'est-ce que ça a changé pour le donc, Mali? je dis juste pour terminer que pour les Français, intervenir au Mali, ça allait de soi. C'est notre quotidien. Nous connaissons tous des Maliens ou des Français d'origine malienne et c'est notre quotidien. Donc il n'y avait pas de débat. D'ailleurs, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Il y a consensus. Tous les partis politiques, même les plus extrémistes, n'ont pas levé la main pour dire il ne faut pas intervenir au Mali. Non seulement pour les raisons que j'ai dit, effectivement, les intérêts sécuritaires de chacun, mais également aussi parce qu'il y a une charge émotionnelle forte entre le Mali et la France, cette relation humaine. Pourtant, on entend très souvent qu'il y a des Français qui ne sont pas d'accord aujourd'hui de l'intervention de la France au Mali, qu'il y a des Français qui demandent même pourquoi Barkhane reste au Mali. Je crois qu'il y a des Français qui peuvent se poser des questions naturellement, justement, comme se pose légitimement un certain nombre de Maliens, effectivement, dire pourquoi une telle intervention, y compris avec la MINUSMA, et il n'y a pas eu de progrès, mais je reviendrai, il y a eu des progrès significatifs. La preuve, c'est que nous sommes ici, nous pouvons discuter tranquillement ici. Je ne pense pas que si la France et surtout les autres pays, le Tchad, les pays de la CEDEAO, n'étaient pas intervenus en 2013, je ne pense pas que nous serions ici tranquillement à pouvoir discuter et de viser sur l'avenir de ce pays et la relation franco-malienne. Ça, c'est déjà un grand succès de ne pas vivre sous le joug de l'obscurantisme. Justement, vous avez parlé de l'intervention de la France au Mali. On va partir à Ménaka, écouter un habitant de Ménaka qui se prononce sur cette intervention et cette relation entre le Mali et la France. À Ménaka. Mais je suis vraiment navré. Je suis navré quand j'ai applaudi Hollande, quand j'ai applaudi Sarval, quand j'ai observé un deuil à la mort du premier pilote à Konna, Damien Boiti. Paix à son âme. Mais aujourd'hui, le vécu m'a déçu. De Kidal jusqu'à Ménaka, jusqu'à Gao, Tombouctou. Avec l'arrivée de Barkhane, c'est la désolation totale. On peut massacrer un camp de 8h à midi, aucun avion n'intervient, aucun véhicule n'intervient. C'est des camps maliens qui se détruisent. On peut détruire un village toute une journée, Barkhane n'intervient pas. On commence à croire que Barkhane est en exploitation du territoire. Et il se prépare à une néocolonisation du Mali. Nous sommes vraiment désolés. Les relations aujourd'hui, vraiment, nous sommes déçus. Nous sommes déçus de la France aujourd'hui, car c'est passé qu'elle nous a montré en 2012-13 qu'elle est en train de nous faire vivre aujourd'hui. Et elle nous a livrés aux djihadistes, elle nous a livrés à n'importe qui. Lorsque vous dites que vous n'allez pas intervenir, lorsque c'est des voleurs qui prennent des paisibles citoyens, vous n'êtes pas du tout en train d'aider les Mali. Tous les malfrats doivent être traités comme des djihadistes. La France ne fait pas ça. Elle fait des partis pris. On n'est pas d'accord avec la France, on n'est pas du tout d'accord avec la France. Sauf si la France veut jouer à sa politique. Qu'elle dit tous les jours, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Là, on est d'accord. Ça ne va pas du tout, vraiment ça ne va pas du tout. Moi, je crois qu'on doit revoir cette relation. C'est que Barkhane est là pour piller nos ressources. Au lieu de nous aider, ils sont là en train de nous détruire davantage. D'accord. 3 personnes qui sont intervenues, qui sont de Ménaka, qui vous posent des questions et qui suscitent des réactions selon eux, chez eux. Ils pensent aujourd'hui que Barkhane, quand l'opération Serval était là, a réussi à jouer un rôle et que Barkhane, quand elle est arrivée, n'a pas pu jouer ce rôle. Pourquoi ? Je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame et être très clair sur les mandats des uns et des autres. La France est intervenue pour stopper l'avancée des terroristes. La France, son combat, c'est la lutte contre le terrorisme. Et elle le prouve au quotidien, en compagnie d'ailleurs des unités FAMA, je tiens à le préciser, et donc y compris et surtout, j'allais dire, dans la région de Ménaka, qui fait face encore à des poches résiduelles de l'État islamique. Mais la France n'est pas là pour jouer la police.
n'est pas là pour être le gendarme. Ce n'est pas du tout dans son mandat qui a été agréé, conclu, et ce n'est pas du tout la demande des autorités maliennes. La France intervient à la lutte contre le terrorisme, et donc non, malheureusement, on n'intervient pas pour faire la police, le gendarme ou pour courir après les pilleurs. Il s'est posé une question, voilà. Il demande pourquoi la France, à travers Barkhane, n'intervient pas quand il y a des attaques. La France intervient lorsqu'il y a des attaques, elle intervient bien sûr lorsque Barkhane peut le faire. Barkhane, c'est 4500 hommes répartis sur 4 pays du Sahel. Et donc, ce sont des pays qui constituent, c'est la comparaison, c'est le territoire européen. 4500 hommes, dont 2000 à peu près, on va faire 1800-2000 au Mali. Barkhane ne peut pas être partout au Mali. Donc vous êtes en train de dire que Barkhane ne peut pas assurer la sécurité, qu'elle ne peut pas faire face à la situation au Mali. Elle peut faire assurer la sécurité. Encore une fois, elle accompagne les autorités maliennes, elle accompagne les FAMA et bien sûr en complément aussi de l'action de la MINUSMA pour y revenir, elle accompagne, mais c'est pas Barkhane n'a pas de mandat de faire tout au Mali. Mais par rapport à l'accompagnement, quel est son rôle concrètement? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Eh bien, le premier rôle, c'est de s'attaquer aux poches terroristes. C'est de frapper là où il y a des terroristes avérés. On parle de la région de Ménaka, c'est notamment vrai là. Et donc, c'est d'aider aussi, deuxièmement, c'est d'accompagner les autorités maliennes, d'accompagner les FAMA pour qu'ils puissent reconquérir leur territoire et donc assurer leur retour sur l'ensemble des territoires maliens. Voilà. Est-ce que cet objectif est atteint ? Cet objectif en partie tient, notamment dans la région de Ménaka. Tout ce que fait Barkhane, ça se fait avec les FAMA et ça se fait aussi avec un dialogue avec le gouverneur. Mais il faut se rendre compte, encore une fois, que 2000 hommes sur un pays qui est 2 fois la France, c'est très compliqué. Et deuxièmement, c'est pour ça qu'il y a la notion... Donc je reviens encore sur la question qui est la capacité. Barkhane n'est pas capable aujourd'hui d'assurer la sécurité. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je dis que Barkhane est capable d'assurer la sécurité là où se trouve son mandat géographique et là où elle se trouve. Mais elle ne peut pas assurer la sécurité sur l'ensemble des territoires malien. Ce n'est pas son rôle et ce n'est pas ce que demandent les autorités maliennes. Voilà. Au nord du Mali où elle est présente, elle n'est pas présente partout au Mali. Mais le nord du Mali, elle combat. Je vous rappelle, il y a une trentaine de soldats français qui sont morts principalement dans le nord Mali. Est-ce que ces soldats qui sont présents là-bas arrivent à sécuriser ces populations? Ils arrivent à sécuriser, mais le but du jeu, c'est pas que ce soit la France qui occupe le territoire malien, je le dis tout de suite, c'est que ce soit les autorités maliennes, les FAMA qui réoccupent leur territoire. Voilà. Pourtant, la France a appuyé en 2013 l'armée malienne à reconquérir les régions tombées aux mains des groupes rebelles et djihadistes, mais la reconquête s'est arrêtée, selon beaucoup de personnes et selon des constats, aux portes de Kidal. Pourquoi? D'abord, je crois pas. Enfin, la situation de 2013 est très différente de celle maintenant. Mais il y avait une urgence. L'armée malienne n'a pas pu. D'abord, je pense que l'armée malienne est entrée dans Kidal. L'armée malienne était en 2013. L'armée malienne, il y avait une garnison, et ensuite l'armée malienne a été, par les accords de Ouagadougou, sont pleinement revenus à Kidal. Je tiens à le souligner. Mais en 2013, il y a eu des soldats maliens qui sont venus avec elle est bien, Monsieur l'ambassadeur. Non, j'ai bien compris, la question mais je vous est bien précise. Pas maintenant, mais en 2013, pourquoi l'armée malienne? Non, la France n'avait pas les moyens d'interdire l'armée malienne. Qu'est-ce que la France avait fait, selon les circonstances, peut-être qu'il y avait d'autres priorités à l'époque, et que la France et l'armée malienne sont allés pourchasser les terroristes jusqu'au fin fond de l'Adrar. Donc c'était ça la priorité, je crois. Donc vous pensez que la présence de l'armée à Kidal en 2013, à l'époque, n'était pas une priorité? C'est pas ce que j'ai dit. Je pense qu'il fallait absolument éradiquer le terrorisme dans cette région ici, au maximum, et pour chasser jusqu'au bout. Et avec l'armée malienne et avec l'armée L'armée ne pouvait-elle pas le faire? Voilà. L'armée malienne en 2013. C'était le rôle de l'armée française de l'accompagner. Donc nous y sommes allés jusqu'au fin fond de l'Adrar. Justement, vous avez parlé d'une chose. Il y avait des priorités stratégiques à accomplir. Monsieur Meilleur, vous avez parlé d'une chose qui est très importante. Vous avez parlé d'accompagnement. Mais sauf que cette fois, c'est l'armée française qui était sur place. L'armée malienne n'y était pas. L'armée française n'a pas interdit à l'armée malienne d'entrer à Kidal. Pourquoi elle n'arrivait pas à y être? Pas à moi de répondre à ces questions. Voilà. Par contre, ce que je peux vous dire maintenant, c'est que nous souhaitons vivement, effectivement, et nous avons toujours souhaité quand même que le Mali recouvre son intégrité territoriale et que l'État, et notamment à travers ses forces armées de sécurité, puisse recouvrer leur souveraineté sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que nous sommes tout à fait favorables et nous pressons chaque partie signataire, justement, à mettre en œuvre l'accord de paix, cette clause spécifique qui parle d'armées et de forces de sécurité reconstituées avec un redéploiement sur l'ensemble du territoire malien, en particulier dans la région de Kidal et jusqu'au nord. C'est clair et net, nous sommes pour. Je reviens toujours à la question de Kidal. Pourquoi Kidal a été une exception? On a vu à Tombouctou, à Gao, l'armée française était accompagnée par l'armée malienne. Je pense que la situation... Pourquoi Kidal a été une exception? Je ne suis pas un spécialiste de la géographie de l'Adrar, mais je pense qu'il y avait des priorités. Oui, mais je vous donne la réponse, cher ami. Je vous donne la réponse qui est de dire qu'effectivement, il y avait une situation exceptionnelle, il y avait des priorités qui étaient peut-être d'aller d'abord, avec l'armée malienne, encore une fois, aller pourchasser les terroristes au fond de l'Adrar pour éviter qu'ils ne reviennent en force. Voilà, c'est pour ça. Et concernant toujours Barkhane... Ensuite, il y a eu des accords de Ouagadougou qui ont été très clairs, effectivement, et qui ont permis aussi le retour
retour de l'armée malienne, avait dans des conditions... Non, mais l'armée n'y était pas avant que ces accords ne soient signés. Je crois qu'il y avait des éléments des FAMA qui étaient effectivement proches de Kidal. Voilà. Mais il y avait des priorités à l'époque qui étaient concertées avec les autorités maliennes. Toujours concernant Barkhane, il y a le professeur Abdoulaye Niang qui intervient sur cette question et on va l'écouter. L'opération Barkhane, pour être honnête avec les Maliens et l'Afrique et le monde, l'opération Barkhane est venue pour donner la couverture sécuritaire à la Compagnie nationale de mines de France qui a été créée un an plus tard en 2014. Malheureusement, l'or de Kidal n'a pu être exploité par une branche quelconque de cette Compagnie nationale des mines de France. À vous, l'ambassadeur. Oui, écoutez, je pose le démenti le plus catégorique et qu'ils apportent des preuves. Ceux qui assurent, je me tue à dire depuis tout à l'heure qu'on n'a pas de société française ici qui exploite le sous-sol malien. Regardez le cadastre, ce sont des sociétés anglo-saxonnes. Et je ne connais pas la compagnie nationale française qui devait exploiter. Tout ceci me semble un farfelu et voilà. On va écouter encore professeur Abdoulaye qui donne des arguments, qui précisent. Écoutons Abdoulaye. Mais ce qui est un peu bizarre, il n'y a pas d'or en France, mais vous avez peut-être la 3e réserve mondiale de l'or. Est-ce à dire que ceux qui sont en train d'exploiter l'or maintenant, qui sont dans les paradis fiscaux, vous partez faire valoir votre droit économique parce que c'est vous qui avez fait les recherches premières en tant que pays qui nous a colonisés? Est-ce que c'est de cet or-là que votre or sort? Alors. Oui, c'est un argument à charge que je n'ai pas très bien compris la raison. Mais d'abord, c'est pas la France n'a pas la 3e réserve d'or au monde. Regardez du côté des Chinois, des Russes, des États-Unis. Deuxièmement, c'est de l'or. Mais les réserves d'or que la France a, ils viennent d'où? De Kidal? Comme le prouve la question. Je vous dis non. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Il y a un marché de l'or, mais ça ne vient pas de Kidal. Ça ne vient pas du Mali. Ça ne vient pas du Mali. Encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de société française qui exploite l'or au Mali. Et donc, on me démontre le contraire. On ne peut pas dire des idioties, il n'y a pas d'autre mot, des absurdités. Je veux dire, c'est très facile. Moi, je peux dire que la personne qui a bien prononcé ces mots a été manipulée par un État étranger. Je peux dire n'importe quoi. Je peux dire des absurdités comme ça. C'est faux. On peut nous reprocher beaucoup de choses. On peut débattre sur le franc CFA, par exemple. Mais par contre, je ne peux pas vous dire... Ils peuvent si vous attendez un aveu de ma part pour dire qu'il y a des la même chose, monsieur l'ambassadeur, en disant que c'est normal que vous défendiez la France puisque vous êtes l'ambassadeur de la France. Mais donnez-nous des arguments. Donnez-nous des arguments concrets. C'est pas nous, c'est des Maliens qui posent des questions. Je ne peux pas donner des contre-arguments sur quelque chose qui n'existe pas. Alors, on peut nous reprocher beaucoup de choses, et je l'accepte volontiers, j'entends la critique, mais quelquefois, il faut être sérieux dans le débat, notamment quand ce sont des personnalités qui le disent, des parlementaires. Il faut être sérieux quand même. C'est des Maliens qui posent des questions et nous avons invité pour répondre à ces questions. Je réponds clairement, voilà. Il y a Brahima Mamadou Koné qui demande sur Facebook quelle est la responsabilité de la France dans la crise au niveau de la bande sahélo-saharienne. Attendez, la France a été appelée au secours parce qu'il y avait du terrorisme. C'est pas la France qui a amené le terrorisme, c'est pas la France qui a provoqué le terrorisme. Ça a été les certain nombre d'États, et pas seulement le Mali, qui ont demandé, qui ont encouragé à l'intervention de la France, avec d'autres pays, encore une fois. Tous ceux qui composent aujourd'hui la MINUSMA, et d'abord aussi les pays de la CEDEAO, je tiens à le dire. Voilà. Donc il n'y a aucune responsabilité de la France dans la crise sahélo-saharienne, je suis désolé. Certains pensent aujourd'hui le contraire, ils estiment que c'est la France même qui a soutenu certains groupes armés comme la CMA. Qu'en dites-vous ? Non, je ne dis que non. Je dis que simplement, parmi les groupes armés, certains ont été signataires et se sont engagés à combattre le terrorisme. Donc voilà, ce sont des partis signataires, lesquels la communauté internationale et les autorités maliennes dialoguent. Et il y a des engagements clairs qui sont d'ailleurs écrits dans l'accord de paix à lutter contre le terrorisme et contre la criminalité organisée, contre les trafics de drogue, etc. Bref, tout ce qui déstabilise le Mali. C'est d'ailleurs pour ça, je vous signale, et ça, d'autres nous le reprochent, c'est pour ça que nous encourageons la prise de sanctions internationales contre ceux qui ne respectent pas l'accord et ses objectifs, qui sont justement la stabilisation du Mali, et qui commettent des actions pour entraver la mise en œuvre de ces objectifs, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, ou voire connivence avérée avec les groupes terroristes. Mais lorsque l'indépendance de l'Azawad est proclamée dans les studios de France 24, qui est un média français, comprenez-vous l'avis de certains que la France a servi de lobby pour les rebelles maliens ? D'abord, je pense que France 24, c'est un organe qui est indépendant.
Donc, c'est pas l'éditorialiste de l'État malien. Non, non, mais il est en France. Oui, il est en France et même des subventions de l'État français. Mais simplement, c'est pour garantir. Et c'est dans ces studios que l'indépendance de l'Azawad a été proclamée. Non, je pense que c'était programmé. Quelqu'un a dit, a parlé d'un porte-parole, soit de son porte-parole, a dit ça. Mais je veux dire, c'est France 24, c'est l'objectivité de l'information. C'est comme Studio Tamani, c'est un studio qui est justement un organe de formation qui est. Non, attendez. Ce que je veux dire, c'est que vous parlez de l'objectivité de France 24. Oui, parce que je veux dire, ce que cautionnez non, parce que je ne cautionne pas du tout l'indépendance de l'Azawad annoncée. Non, je cautionne la dépendance de France 24 qui peut recevoir qui elle souhaite. Et donc, c'est pas parce que c'est passé sur France 24 qui est effectivement payé par la France, c'est un organe financé par la France, entre autres, pas seulement d'ailleurs, que ça veut dire qu'on cautionne ce qui est dit sur. Je signale que France 24 et RFI et d'autres, ce sont généralement des organes qui sont objectifs et qui ne sont pas toujours tendres à l'égard du gouvernement français dans sa politique. Et donc, ça veut dire qu'on cautionne. Ça peut susciter cette réaction que certains pensent. Ça peut susciter, mais simplement, c'est le principe de la liberté de la presse. C'est le principe de la liberté de la presse où, effectivement, un média, même s'il est financé par un État, a tout à fait le droit d'avoir sa ligne éditoriale, de recevoir qui le souhaite. Voilà. Une autre question qui se pose, pourquoi la France tenait tant à avoir une base militaire à Tessalit ? C'est pas une base militaire, effectivement, il y a une garnison, mais qui joue son rôle dans la lutte antiterroriste. Semble bien armée, bien équipée. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé, mais je ne crois pas. C'est une petite garnison qui est là. Non, attendez. Est-ce que vous ne savez pas ce qui est là-bas ? Je sais ce qui se passe là-bas, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est une petite garnison. Si vous me parlez de Kidal, de Gao, parlez-moi de Gao, par exemple, il y a 1200 hommes. Mais Tessalit, c'est un point avancé, effectivement, mais qui sert à lutter contre le terrorisme dans cette zone qui est particulièrement encore actif. Voilà. Pourquoi Mais pourquoi une base ? Mais moi, parce que c'est le point le plus avancé, effectivement, et c'est de l'Adrar où se trouvent encore des poches résiduelles de terrorisme. À l'inverse, je vous pose la question, pourquoi voulez-vous seulement qu'il y ait une base permanente à Tessalit ? Je ne veux rien, je pose la question. Pourquoi c'est à Tessalit ? Je vous le dis à Tessalit, parce que c'est encore le point. On se trouve dans cette région, certainement, des éléments d'AQMI et peut-être Yad Rali. Mais qu'est-ce que l'installation de cette base a servi alors, puisque le terrorisme continue aujourd'hui à battre de l'ampleur ? Encore une fois, je vais être très clair. On peut très bien critiquer Barkhane et dire que les choses ne sont pas... ils ont des reproches et que tout n'a pas été fait. Mais en 2018, ce sont 200 terroristes qui ont été tués. Depuis l'opération Barkhane, ce sont 600 terroristes qui ont été tués. Et encore une fois, excusez-moi, si nous sommes à Bamako en train de discuter librement, c'est parce qu'il n'y a pas de terrorisme. Les terroristes ont été stoppés. Voilà. Donc, qu'il y ait des poches... Attendez. À Bamako, nous sommes en train de discuter, mais est-ce que c'est le cas au nord du Mali, au centre du Mali aujourd'hui ? Mais le centre de Mali, c'est un autre débat. C'est pas dans le mandat de Barkhane, c'est pas du terrorisme. C'est toujours la sécurité. C'est la sécurité, l'objectif de Barkhane, vous l'avez dit, c'était de lutter contre le terrorisme, surtout au nord du Mali où Barkhane a un mandat. Empêcher également le terrorisme de venir à Bamako. C'est vous qui avez parlé de Bamako tout de suite. Oui, bien sûr. Pourtant, il y a des attaques qui sont menées au centre du Mali. Les villages de Koulongour, c'est du terrorisme. Ogosagou, c'est du terrorisme. C'est pas à moi de répondre à ces questions, c'est à vous de le dire. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui les attaques se poursuivent, qui sont menées par des terroristes. Non, attendez, je vais vous expliquer quand même les choses. C'est pas un échec Barkhane. L'intervention de la France et de la MINUSMA et l'intervention des soldats de la CEDEAO, ceux qui ont sacrifié leur vie, ce n'est pas en vain. On a stoppé l'avancée des terroristes. On a fait reculer les terroristes. Maintenant qu'il y a des poches résiduelles, oui, ce sont dans des régions extrêmement difficiles. Je vous ai dit qu'on n'a pas des moyens non plus illimités. 2000 hommes sur le Mali, c'est pas beaucoup. Et deuxièmement, c'est aussi, encore une fois, un accompagnement de ce que vont faire les FAMA. Voilà. Donc maintenant, il faut savoir que la nature du terrorisme a changé. À l'époque, en 2013, il s'agissait de faire reculer, on était une guerre de front presque. Maintenant, ces terroristes, sont beaucoup plus dissimulés. Il y a une politique de dissimulation, c'est le principe de la guerre asymétrique. Ils vont se réfugier dans des villages, ils vont se réfugier dans des bourgs, ils vont se réfugier dans des fêtes. Il y a plein d'occasions, effectivement, où il est difficile, effectivement, de les cerner seuls. Et plutôt que d'avoir des victimes innocentes, eh bien, voilà, on essaie d'agir avec discernement. Comment ? La situation, c'était l'empire. Non, c'est pas ce que j'ai dit du tout. J'ai dit le contraire. Au contraire, il y a des poches résiduelles. Maintenant, si on parle dans le centre, il y a du terrorisme. Quand on frappe les Katiba Massina, par exemple, vous me direz qu'on n'a pas tué le chef Amadou Koufa, mais on a réduit la capacité de nuisance en ayant tué un certain nombre de ses proches. On a tué le numéro 2 du JNIM, du rassemblement de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est-à-dire le bras droit de Yad Ali qui a été frappé dans la région de Tombouctou. Ansarul Islam a été frappé, son chef historique a été frappé. Il y a des succès quand même. Et ça c'est pas simplement dans le nord, c'est également dans la région du centre, le grand centre, dans la région du Gourma, ou dans la région de Mopti. Donc vous avez mandat d'intervenir au centre du Mali. Quand il s'agit du terrorisme, c'est pas un mandat géographique, c'est la nature. Maintenant, moi, quand vous parlez du centre est, ce qui se passe sur le plateau d'Ogon, ce qui se passe dans la plaine de Mankas,
est-ce que c'est du terrorisme ? Quand on parle de milice, par exemple, est-ce que vous pensez que Barkhane... Je vous pose la question à vous, puisque c'est vous qui avez plus ces moyens et qui maîtrisez. Est-ce que c'est du terrorisme? Moi, je ne fais pas la nature. Je ne suis pas capable de... C'est l'enquête qui dira. Je ne suis pas capable de dire si c'est du terrorisme, des milices ou des représailles entre communautés. Mais je crois que ce n'est pas le rôle de Barkhane exactement de faire ce qui est d'abord le rôle de la police et de la gendarmerie malienne. Voilà. La France, son objectif principal, c'est de lutter contre le terrorisme ou de contribuer à la stabilisation du Mali? Alors les deux, parallèlement au partenariat sécuritaire. Alors pourquoi intervenir concernant le terrorisme et ne pas intervenir concernant d'autres attaques pour le moment qui ne sont pas précises, dont les natures ne sont pas précises? Parce que sinon on créera que ce n'est pas dans le mandat qui unit Barkhane avec les autorités maliennes, c'est la lutte contre le terrorisme. Et puis il y a d'autres acteurs ici, je parlais de complémentarité tout à l'heure, il y a les FAMA, il y a les forces de sécurité, et puis maliennes, et puis il y a aussi la MINUSMA. Je crois qu'il faut le souligner quand même, il y a 2 jours renouvellement du mandat de la MINUSMA, laquelle se voit confortée dans un rôle de protection des civils dans le centre du Mali. Est-ce que vous pensez que le mandat de Barkhane semble flou, puisqu'on parle d'appui, d'accompagnement de l'État malien dans le processus de paix et de réconciliation? Oui. Quand on veut parler de paix, il s'agit d'éviter toute attaque, qu'elle soit terroriste ou pas. On fait le maximum. Aujourd'hui, pourquoi, vous l'aviez dit, Barkhane n'intervient que par rapport à des questions liées au terrorisme? Parce que c'est le mandat de Barkhane, parce qu'il y a d'autres forces, notamment les forces maliennes, il y a la MINUSMA qui ont d'autres missions également. Donc pour être clair, le mandat n'est pas d'accompagner le processus de paix et de réconciliation, puisque le processus de paix et de réconciliation, vous l'avez dit, les acteurs qui ont signé cet accord pour la paix, ça concerne des Maliens, l'État malien et des groupes armés, des ex-rebelles. Aujourd'hui, c'est une question de terrorisme, donc il n'y a plus de conflit, comme vous le dites, par rapport à ces groupes armés. Alors aujourd'hui, est-ce que le mandat de Barkhane est dépassé? Non, parce qu'il y a encore des poches résiduelles de terrorisme. Il sera dépassé lorsqu'on aura pu éradiquer, d'abord lorsque les autorités maliennes le souhaiteront. Donc le processus de paix ne fait pas partie du mandat? Le processus de paix fait partie du mandat, non pas du mandat de Barkhane, mais du mandat de la France en tant que garante, en tant que membre du Conseil de sécurité, en tant que membre de l'Union européenne, avec l'ensemble de la communauté internationale, en premier lieu l'Algérie. La France est garante de la mise en œuvre de l'accord de paix. Donc c'est pour ça que, comme vous le savez, il y a un comité de suivi qui se tient chaque mois et qui est chargé de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de paix et qui, chaque fois qu'il y a un écueil, chaque fois qu'il y a une difficulté, est chargé d'essayer de lever ces difficultés en concertation avec les parties signataires et puis voire de presser les parties signataires pour qu'ils mettent en œuvre l'accord de paix. Voilà, mais ce n'est pas le rôle de Barkhane, ça. Des réunions se multiplient, comme vous le dites, mais le résultat sur le terrain, est-ce que vous êtes satisfait de ça? Je vais être très clair, non, ça peut aller beaucoup plus vite. Ce sont 2 années de retard qu'on a enregistré. Donc maintenant, en 6 mois, ces 6 derniers mois, beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu de grandes avancées grâce à la bonne volonté des uns et des autres, notamment du gouvernement malien. Mais il faut persévérer. Et pour revenir sur la question sécuritaire, je crois que, notamment dans le Nord Mali, plus vite on aura une armée reconstituée, des forces de sécurité intérieure maliennes reconstituées qui iront dans le Nord Mali, et plus vite on pourra chacun contribuera donc à la lutte dans le terrorisme dans cette région. Et ça assurera la sécurité en général. Mais nous sommes tout à fait favorables. Nous souhaitons vivement que l'armée malienne remonte dans le Nord Mali. On va écouter Yiri Bokoum. J'aimerais savoir alors si la France c'est un pays d'amis ou bien si la France continue toujours à coloniser le Mali, à faire ce qu'il veut de Mali. On voit aujourd'hui que pas mal de choses qui se passent au Mali et tout le monde accuse la France de cette situation. Donc nous, on veut que la France dégage sa vraie position et que la France sorte de ses réserves pour éclaircir son point de vue. Qu'est-ce que la France même fait au Mali? Qu'est-ce que la France fait? Je viens de vous le dire, et donc ça sont des témoignages toujours à charge, mais je suis désolé, je viens de vous le dire, on contribue à réduire le terrorisme avec, encore une fois, toute transparence avec les autorités maliennes. Deuxièmement, si on peut, je ne vais pas réduire la coopération et le partenariat simplement... Quels sont les intérêts de la France là-dessus? Mais je vous l'ai dit en entrée, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est éviter qu'il y ait un foyer de déstabilisation qui se propage dans l'ensemble de la région Afrique de l'Ouest. Et deuxièmement, je suis désolé, quand on dit que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, non, la France a des amis aussi. Je parlais d'une grande communauté d'origine malienne qui se trouve en France, il était naturel elle s'est émue et elle a aussi tout à fait, elle a demandé aux autorités françaises aussi d'agir. Donc il y a des relations humaines aussi, et c'est pas simplement des relations d'intérêt qui sont simplement des intérêts sécuritaires. Encore une fois, il n'y a pas d'intérêt économique, comme je l'ai dit. Parce que c'est un président français qui l'a dit, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Moi, je vous réponds, il y a un intérêt sécuritaire qui est une sécurité collective à la fois de la région Afrique de l'Ouest et puis de l'Europe, parce que ça aurait des dommages évidemment collatéraux ensuite sur l'Europe. Et ensuite, je vous dis, il y a des relations humaines qui font que d'abord le Mali est un pays ami et qu'il nous a été demandé assistance et qu'il n'y a pas eu de débat. Nous sommes intervenus immédiatement, notamment parce qu'il y a une grande communauté d'origine malienne en France et que tout le monde a une sympathie pour le Mali.
Mais qu'est-ce qui a changé quand un ancien président français dit que la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts, et aujourd'hui vous vous dites que la France est amie avec le Mali? Qu'est-ce qui a changé? Non, ce n'est pas incompatible du tout. Je vais parler de l'intérêt sécuritaire. Je crois que le président à l'époque n'avait pas dit qu'elle a des intérêts économiques qu'elle vient défendre au Mali. Il a clairement dit la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Aujourd'hui, vous dites que le Mali est un ami de la France. Oui, mais là, attendez, on ne va pas tergiverser. Je crois que nous sommes intervenus pour préserver la sécurité du Mali et du Sahel. Et nous sommes intervenus à la demande des autorités maliennes. Ensuite, je vous dis qu'il n'y a pas de difficulté, dans la mesure où il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Personne, et contrairement à ce qu'on peut dire encore, il n'y a pas de parti, aucun parti, même le plus extrémiste, ne se sont posés à l'intervention. C'est pas comme pour l'Irak, ou pour éventuellement, s'il y avait une intervention française en Syrie, etc., où il y avait des débats. Là, il n'y a pas eu de débat. Je dis il n'y a pas eu de débat, ça pense qu'il y a une sympathie naturelle pour le Mali. On va écouter, vous avez parlé d'Assemblée nationale, et un député, Moussa Diarra, qui est intervenu sur cette question. On va l'écouter. Chers collègues, je pense qu'aujourd'hui, nous devons arrêter de jouer la comédie. Arrêtons de jouer la comédie en tant que représentants du peuple. Je reviens, je suis de ceux-là qui disent aujourd'hui que ce n'est pas des conflits intercommunautaires. Ayez le courage de dénoncer la France aujourd'hui comme l'ont fait les pays voisins. Le Maurice burkinabé, il l'a fait. Le Niger tout près l'a fait. Pourquoi nous manquons de ce courage pour dénoncer la France aujourd'hui? Les attitudes aujourd'hui de ces partenaires aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de les dire? Alors sur Facebook, par rapport à cette question, Yassine Alidao qui pose une question. Pourquoi avez-vous envoyé une correspondance au président de notre Assemblée nationale, dit-il, en réplique aux déclarations faites par l'honorable Moussa Diarra impliquant la France dans la crise au centre du Mali, alors que vous disiez que les propos du général français prétextant que les Peuls et les Touaregs n'accepteront pas d'être gouvernés par les Noirs n'engagent que lui? D'abord parce que ce que dit l'honorable Moussa Diarra n'engage que lui, effectivement. Il n'est pas du tout représentatif d'un courant majoritaire au Mali. Je suis désolé, tous les témoignages qui ont été entendus, j'entends la critique, elle est tout à fait normale, mais ce n'est pas du tout la majorité des Maliens qui pensent ainsi, d'une part. Deuxièmement, c'est les Maliens qui posent des questions et oui, j'ai bien compris. Invité pour répondre à ces questions. Je ne dis pas le contraire, mais ce que je vous dis aussi que la majorité de Maliens que je rencontre ont une autre opinion sur la présence de la France, parce qu'il y a aussi tout le volet appui au développement, appui à la cohésion économique et sociale, appui à la gouvernance locale. Il y a aussi le partenariat économique, j'ai bien dit partenariat économique, où il y a 40 000 Maliens qui ont un emploi auprès de sociétés françaises ou de filiales de sociétés françaises. Donc beaucoup de gens voient quand même aussi le bénéfice d'un partenariat avec la France. Maintenant, ce qui m'a choqué, moi, dans les propos du député Moussa Diarra, c'est pas qu'il dénonce la France, qu'il critique la France. Encore une fois, sans argument. Je veux dire, mais ça, c'est normal, c'est la démocratie après tout. C'est simplement qu'il utilise des mots comme génocide, pogrom. Et donc, moi, je trouve que c'est se faire insulte à la mémoire de tous ceux soldats français, mais aussi les autres soldats africains, soldats des Nations Unies, qui sont venus défendre la liberté et la justice auxquelles a droit le peuple malien, et qui se voient insultés ainsi, leur mémoire se voit insultée ainsi, en disant que... Parce que c'est la France et ses complices qu'il dénonce dans sa lettre au président de la République. Et donc, se voit ainsi insultés, alors que, bien sûr, il n'y a pas eu de génocide planifié, il n'y a pas de pogrom, tout ça, ceci est totalement absurde. D'ailleurs, je n'ai pas répliqué à monsieur le député, à lui-même, parce que sur le fond, il n'y a rien à dire. Encore une fois, il n'y a pas d'argument, c'est absurde. Mais c'est simplement, j'ai rappelé quand même qu'il y avait une dignité quand même à observer par mémoire envers tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour le Mali. Et pour que le député puisse dire ait une liberté d'expression, encore une fois, alors que si la communauté internationale n'était pas intervenue, certainement il vivrait sur le joug de l'obscurantisme et il ne pourrait pas parler ainsi. Qu'est-ce qui peut pousser certains Maliens aujourd'hui à penser que la France a joué un rôle dans la création de la rébellion, selon eux, à penser qu'aujourd'hui la France exploite des ressources naturelles au Mali, et aujourd'hui à penser que la France n'est pas là pour stabiliser le Mali, selon eux? Pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui peut leur pousser à penser moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent légitimement se poser la question, effectivement, se dire pourquoi il y a 15 000 soldats effectivement étrangers ici et que la situation sécuritaire ne semble pas avancer. Moi, ce que je dis, c'est que il y a une complémentarité entre les forces qui sont ici, et avec les FAMA bien sûr, et que chacun a sa mission. Et que si j'accepte le centre, d'accord, la question du centre où je pense que les ressorts
les violences qui ont lieu dans le centre, on parle du centre-est, ont autre chose à voir, même s'il y a une porosité, avec le terrorisme. Mais je pense que la lutte contre le terrorisme, et je l'ai dit, a porté ses fruits, même s'il y a des poches résiduelles. Nous sommes maintenant dans une guerre qui est asymétrique, je l'ai déjà dit, c'est très difficile. Les terroristes sont retranchés dans des zones effectivement qui sont parfois inaccessibles, des zones reculées. Ils traversent les frontières également pour partir et revenir. Voilà. Mais on ne peut pas dire que le bilan n'est pas négatif. Non, au contraire, il est positif. Simplement, évidemment, je comprends l'impatience, ça ne va pas assez vite. Mais je crois que aussi, il faut avoir une approche globale, à la fois sur le plan sécuritaire où toutes les forces, encore une fois, qui sont présentes, jouent un rôle complémentaire. Et puis, il faut avoir une approche politique, stratégique, notamment pour résoudre les questions du centre. Les questions du centre, il y a beaucoup de ressorts, il y a beaucoup de dynamiques qui font qu'il y a des difficultés actuellement, et notamment entre certaines communautés et d'autres. Et je crois qu'il y a des origines, il y a certainement une porosité, il y a certainement les terroristes instrumentalisent la situation, mais il y a aussi des maux qui sont liés à la situation socio-économique, qui sont liés aux problèmes fonciers, qui sont liés au changement climatique, qui sont liés aussi à la pression démographique. Et je crois que tout ceci est à prendre en compte, et il faut avoir une approche globale pour pouvoir résoudre ces problèmes. D'accord, ça c'est une proposition de solution. Vous avez parlé de frontières également. Ça me permet d'aborder cette question qui concerne l'immigration. La France est aussi accusée de traitements dégradants sur des migrants expulsés, notamment maliens. Confirmez-vous ces faits ? Comme donne des exemples de traitements dégradants. Il y a des expulsions simplement parce qu'effectivement, les personnes qui sont en situation irrégulière... Et les vols charter où on voit des migrants menottés? Non, il n'y a pas de vol charter, ils reviennent sur Air France, je suis désolé. Vous confondez avec d'autres pays de la région, peut-être qui renvoient de manière beaucoup moins complaisante, effectivement, les migrants illégaux. Mais qu'est-ce que la France dit par rapport à cette question? Parce que c'est quand même des migrants maliens. Moi, je dis que c'est dans le respect de la dignité humaine, Il y a des lois en France, comme il y a des lois au Mali, d'ailleurs. Quand on a dépassé le temps de séjour au Mali, on doit s'expliquer aussi devant la police, devant un tribunal. Eh bien, en France, il y a des lois aussi qui existent pour encadrer le temps de séjour. Et donc, lorsqu'on dépasse ce temps de séjour, on est en situation régulière. C'est pas propre à la France, c'est partout. Et donc, simplement, il y a des procédures qui sont à la fois des procédures policières, des procédures administratives, qui sont extrêmement surveillées par la justice française. Il arrive que les juges, justement, considèrent que les arrestations, que les détentions n'ont pas été opérées dans des conditions régulières, et dans ce cas, la personne est relâchée. Donc, quand même, il y a un souci du respect total de la dignité humaine et des droits de l'homme. Et lorsqu'il y a des expulsions, elles sont sur Air France, qui ne semble pas être associées à un vol charter. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'aide au développement est efficace ? Je pense que l'aide au développement est efficace, effectivement. Après, les défis sont tels qu'effectivement, il faut mutualiser les efforts, il faut que chacun s'y mette. Je pense que vous savez, la France dépense depuis 4 ans, c'est 500 millions d'euros qui ont été mis à la disposition du Mali pour son développement. Certains pensent que ces chiffres qui sont annoncés, une bonne partie de cette somme va également aux dépenses du train de vie des expatriés eux-mêmes. De l'ambassadeur de France ? Et son équipe, je vous dis non. Donnez-moi des preuves, encore une fois. Je dis non. Je dis toujours que c'est les gens qui posent ces questions. Non, vous avez entièrement raison. Vous avez raison. C'est normal, c'est le jeu de la démocratie, le jeu effectivement du débat. Moi, je vais vous donner 13 exemples concrets. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Par exemple, Kabbalah. Juste pour mieux comprendre, est-ce que le fonctionnement de l'ambassade dépend de cette somme qui est liée à l'aide au développement? Pas du tout. Non, c'est le contribuable français qui paye mon salaire, si vous voulez tout savoir. C'est encore le contribuable français qui apporte cette aide au développement. Quelle est la différence alors? Quand je vous dis 500 millions, ça ne comprend pas les salaires des expatriés, bien sûr. Ni des 300 millions d'euros que dépense la France pour Barkhane, ni la contribution de la France à la MINUSMA. Quand je vous dis 500 millions d'euros, c'est 100 millions d'euros net au bénéfice du développement du Mali. Et je vais vous donner des choses très concrètes. Il y a des grands projets d'infrastructure. Ce sont des lignes à haute tension électrique qui relient Manantali à Bamako, par exemple, où nous avons l'électricité aujourd'hui. C'est par exemple aussi la station de pompage et de distribution de Kabbalah, sur le Pompélo du fleuve Niger, pour pouvoir alimenter à ce stade 1 million de personnes. Ce sont des rénovations, des constructions d'écoles. Je suis allé à Tomignan il y a un mois, donc avec l'ancien ministre de l'Éducation, pour inaugurer une école construite par l'Agence française de développement. Je suis allé avec l'ancien Premier ministre à Gourmara-Rousse pour, là encore, inaugurer une école. Ce sont des CESCOM qui ont été réhabilités. Et au même moment, il y a plusieurs écoles qui restent fermées à cause de l'insécurité au nord et au centre du Mali. Je crois que je le disais tout à l'heure, il faut mutualiser les efforts. Donc il y a d'autres partenaires, il y a aussi les autorités maliennes qui font ce qu'elles peuvent, effectivement. Mais la France... Votre question, il y a trop de France ou il n'y a pas assez de France au Mali?
Pardon? Il y a trop de France ou pas assez de France? C'est pas moi de répondre à cette question, c'est vous l'ambassadeur. Oui, mais c'est votre question. C'est vous le représentant de la France ici. Votre remarque vient poser cette question. La France ne peut pas tout faire au Mali. Ce n'est pas son mandat. Je veux dire, il y a d'abord des autorités maliennes compétentes, il y a un budget malien qui contribue aussi à son propre développement, évidemment. Et puis, il y a d'autres partenaires. La France est un partenaire parmi les autres. Donc, on apporte notre contribution, mais vous comprendrez qu'on ne peut pas être derrière chaque école, derrière chaque CESCOM, mais on fait le maximum. L'hôpital régional de Mopti, c'était grâce à l'appui de la France. Le port de Kona, la monnaie de la CEDEAO ECO qui est annoncée pour 2020. Non, je veux juste terminer. Est-ce une mauvaise nouvelle pour le Trésor français? J'ai un gros défaut, je suis têtu. Je vais juste terminer simplement. D'autres exemples. Vous avez 30 secondes pour terminer ça. Le port de Kona, par exemple, on est en train de le réhabiliter. C'est la Banque mondiale et c'est la France. Donc je repose maintenant la question. Est-ce que la monnaie ECO, la monnaie annoncée pour 2020, qui est une monnaie unique de la CEDEAO, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le Trésor français? Pas du tout. Pas du tout. C'est une très bonne nouvelle et je vais vous dire une chose sur le franc CFA. Je suis totalement décomplexé. Les États sont souverains, les États africains sont souverains. La France est mineure dans les simplement n'a pas de droit de veto, un droit est seulement observateur dans les instances de décision, que ce soit de la BSAO, tous les mécanismes qui régissent le franc CFA. Et on n'a aucune difficulté à ce que le franc CFA évolue ou qu'effectivement, il y a la création d'une monnaie unique. Je trouve que c'est très bien une monnaie unique. Je trouve que ce qu'il faut, ça favorise l'intégration économique régionale et ça favorise la convergence des économies. C'est très bien. L'euro africain, c'est très, très bien. Certains se posent la question, quelle est l'utilité de toute cette force, tous ces moyens que la France a? Et moi, Cissé pose une autre question qui est pourquoi les services de renseignement français n'informent pas l'armée malienne sur la mobilité des groupes armés dans le centre du Mali? Pourquoi? D'abord, il y a un partage de renseignements. Voilà. Est-ce que ce partage est efficace? Il y a un partage de renseignements. Pourquoi les deux attaques qui ont fait faut pas non des plus centaines de morts n'ont pas pu être évitées? Non, je crois qu'il faut aussi faire preuve de pragmatisme et avoir le sens des réalités. Non, la France n'observe pas au quotidien, centimètre carré par centimètre carré, le territoire malien. Non, tous les satellites français ne sont pas au-dessus du territoire malien et avec les drones, on ne voit pas tout. Je suis désolé. Voilà. Ensuite, il y a des priorités. Et quand il y a du partage d'informations, intéressant pour les autorités maliennes, évidemment que c'est partagé. Le centre du Mali, est-ce qu'il figure dans les priorités de la France? Je ne peux pas vous répondre, vous comprendrez bien, pour des raisons de confidentialité. Confidentialité. Est-ce que ce n'est pas ce qui pousse certains Maliens à penser qu'il y a d'autres intérêts cachés? Je ne peux que vous redire et redire 1000 fois, je ne sais quelle manière, qu'il n'y a pas d'intérêt caché. J'ai dit exactement, le seul intérêt que nous ayons, c'est que ce soit le Mali retrouve la prospérité, retrouve sa stabilité et recouvre la paix. Maintenant, encore une fois, la France ne peut être présente partout, vous le comprendrez. Il y a 2000 soldats de Barkhane, ça couvre plus d'1 million, 1,2 million de 200 000 km². Les attaques récentes qui ont fait plus de centaines de morts, notamment à Sobaneda, est-ce qu'elles ne pouvaient pas être évitées avec la présence de toutes ces forces? Alors, je répète ce que j'ai dit au début, que ce n'est pas le mandat de Barkhane, ce n'est pas le souhait des autorités maliennes que Barkhane ait un mandat de police et de gendarmerie ou d'interposition entre civils. Il ne faut pas se tromper de mandat. La lutte contre le terrorisme, quand je parlais tout à l'heure de la lutte dans le Gourma, à Gossi, il y a une empreinte au sol, les soldats de Barkhane sont là. Quand on lutte contre le terrorisme, on dessert l'étau contre les populations civiles dans le centre en général. Voilà, c'est notre contribution. Mais j'allais dire, si les autorités maliennes n'ont pas pu, je veux dire, si les FAMA, si les gendarmes, la police qui sont sur place n'ont pas pu empêcher ces attaques, c'est pas avec des satellites. Et de toute façon, les satellites ne sont pas braqués en permanence sur le Mali. Je suis désolé. Il ne faut pas surestimer les technologies. C'est difficile. C'est un combat difficile et les technologies ne permettent pas tout. Mais c'est la France qui avait dit également qu'elle allait accompagner les forces armées maliennes à pouvoir renforcer leurs capacités pour pouvoir assurer cette sécurité. Mais on fait des formations. Non, tout à fait. Alors il y a d'autres. Quand je parle de complémentarité tout à l'heure, il y a l'UTM, il y a ECAP, donc ces missions européennes qui assurent la formation des militaires ou des policiers. Et puis il y a des formations plus spécialisées que à la fois la coopération militaire française et que la coopération policière française assure auprès de leurs camarades maliens. Donc on forme des militaires, on forme des soldats maliens, on forme des policiers maliens, des gendarmes maliens. Et à qui profite cette coopération entre le Mali et la France? Au Mali en premier lieu. Qu'est-ce que la France y gagne? Rien.
Rien du tout. Le foyer de stabilité. La stabilité. Merci Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali. Il était l'invité spécial de ce grand dialogue. Merci à tous ceux qui ont posé des questions sur la page Facebook de Studio Tamani et également qui ont posé des questions à travers les correspondants et également sur notre compte WhatsApp le 77 01 58 01. Je rappelle encore, l'objectif de Studio Tamani, c'est de s'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Et demain, on se retrouve encore sur le plateau du Grand Dialogue avec d'autres invités pour parler d'un autre sujet de l'actualité malienne. Merci, Joël Meyer. Merci, cher ami. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.